Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour Jérémy. Bonjour mon cher Simon, comment vas-tu ce Ça matin? va très très bien ce matin. D'autant plus que nous allons parler d'un sujet que j'ai toujours adoré dans mes cours d'histoire et on parle de la conscription. Exactement, et puis la conscription pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, je le répète souvent, que ce soit dans mes cours à l'école ou dans mon podcast, la Première Guerre mondiale est quand même méconnue du public. On va surtout parler, vu qu'on est plus près de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et surtout que la Deuxième Guerre mondiale, il y a tellement eu d'atrocités. Je ne veux pas dire que la Première Guerre n'était pas atroce, mais la Deuxième Guerre, avec Hitler, avec les camps d'extermination... Ça a vraiment marqué les esprits, je crois. Puis, oui. Exactement. La Première Guerre mondiale. Alors, pour mettre la table, hein, la Première Guerre mondiale, comment ça commence? Eh bien, ça commence en 1914 par l'assassinat du prince héritier d'Autriche-Hongrie qui s'appelait François Ferdinand. Oui. Qui est assassiné avec son épouse dans les rues... il était en voiture, une espèce de voiture décapotable. Un jeune étudiant serbe passait par là, assassine le prince héritier, son épouse, et puis va s'enchaîner, mon cher Simon, une série d'alliances militaires à cause de cet assassinat-là. Alors, on va voir du côté de l'Autriche-Hongrie, qu'on appelait la Triple Alliance. On va voir l'Autriche-Hongrie alliée avec l'Allemagne et l'Empire ottoman. Pour ceux qui se demandent c'est quoi l'Empire ottoman, c'était, mettons, si on regarde ça aujourd'hui, là, le Moyen-Orient, l'Égypte, un peu une partie du nord de l'Afrique. Un empire énorme. Oui, empire énorme. En superficie, là, c'est très grand. Là. Oui, exactement. Alors, on a ces trois pays-là. On a aussi un peu l'Italie au début, mais qui va se ranger du côté des alliés qu'on appelait la triple entente, avec la France, la Grande-Bretagne et la Russie. On ne l'appelle pas encore l'URSS parce que c'est en 1917-18. Oui, c'est ça. Qui va avoir la grande révolution soviétique. Alors, on a ces deux camps-là qui s'affrontent à cause d'un assassinat d'un prince héritier. Et puis, ça va devenir... On ne l'appelait pas la Première Guerre mondiale à l'époque. Parce qu'on ne savait pas encore là. Que ça serait une guerre si longue, si dure, si meurtrière. Donc, tellement, puis on pensait... un début de guerre, tout simplement. Exactement. Puis une guerre, comme il s'en déroule depuis des siècles. Là, des millénaires, même. On a à penser 15 ans auparavant, il y avait déjà des guerres en Europe. Et puis là, on arrive... c'est une guerre comme une autre. Ça va durer 4-5 mois. Ça va durer 4 ans, Simon. Ça va durer 4 ans et ça va mobiliser l'ensemble. Là, quand on pense à la Grande-Bretagne, ça va mobiliser l'ensemble de ses dominions. On va en parler parce que le Canada, à cette époque-là, on l'appelle le Dominion du Canada. Oui, c'est un pays indépendant en soi. Okay? Le Canada est indépendant depuis 1867. Mais c'est un Dominion parce que la Grande-Bretagne s'occupe encore des affaires de politique extérieure du Canada. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, bien sûr, demande l'aide de ses dominions. Et puis là, arrive justement la crise de la conscription en 1917-1918. Qu'est-ce que c'est la conscription? La conscription, dans le fond, c'est un enrôlement obligatoire de tous les jeunes hommes. Okay? C'est vraiment pour mobiliser le plus de jeunes hommes possible pour la guerre. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'iPhone. Hein? Fait que connaître les tenants aboutissants de la guerre, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Exactement. À part la Gazette, la bonne vieille Gazette, là, qui n'arrivait pas nécessairement là, tous les lundis matins, ça ne veut pas dire que tu étais nécessairement au courant de pourquoi tu devais aller te battre. Là, tellement que... T'as tellement raison, tellement, Simon, que on se demande du côté... Parce que là, il va y avoir deux camps au Canada là, pour la conscription. Il va y avoir le camp des nationalistes francophones, surtout galvanisé, si je peux dire, par Henri Bourassa, qui est un arrière-grand-oncle, je crois, un arrière-grand-oncle de Robert Bourassa. Oui. Il y a des gens qui pensent que c'est deux Bourassa différents. Non, ils sont parentés. Je crois que c'est un arrière-grand-oncle. Et puis Henri Bourassa, qui est un député libéral fédéral à l'époque, va justement questionner le rôle du Canada là-dedans. Pourquoi qu'on irait se battre pour un autre pays? Mais est-ce qu'on a vraiment un rôle dans ce Est-ce qu'on a un rôle dans la guerre? Excusez, mais est-ce qu'on a un rôle dans une guerre européenne
que nous, les Canadiens, on n'a pas rapport là-dedans. Et puis, les francophones vont être en accord avec Henri Bourassa, mais là, ça va vraiment mettre le feu aux poudres des impérialistes canadiens-anglais. Parce que les Canadiens anglais ont un fort sentiment d'appartenance à la Grande-Bretagne. Ben oui. Et là, on est en 1900, on est dans les années 1917-1918. On est vers la fin de la guerre. Il va y avoir la conscription. Là. On ne le sait pas encore. Mais on ne sait pas. Ça achève la guerre. Donc, tu sais, je pense que ça peut durer encore longtemps. Ça fait déjà 3 ans que ça roule. Là, exactement. Le Canada, en 1917, a 50 ans, Simon. Alors, ceux qui sont... les Canadiens anglais ont un fort sentiment d'appartenance. Ben oui. Dans leur cœur, les autres, oui, ils restent au Canada, mais ce sont des Britanniques. Vraiment. Alors, eux, là, ils vont dire aux Canadiens français et puis à Henri Bourassa, qui est en tête de ça, bande de lâches. Bande de lâches de laisser tomber la mère patrie comme ça. On a besoin de nous autres. Et puis, vous voulez laisser de côté la Grande-Bretagne. Ben oui. Et puis là, au pouvoir, ce n'est plus Wilfrid Laurier, le gars du Saint-Piastre, qui est au pouvoir, mais bien le gars du Saint-Piastre. Le gars du Saint-Piastre, mais bien le gars du 100$. Oui. Robert Borden, qui est un conservateur, et puis que lui... Moi, je les appelle comme ça. C'est une très bonne façon d'imager le visage, parce que oui. si tu ne sais pas c'est qui, tu vas aller taper Saint-Piastre sur Google, tu vas le savoir tout de suite. Là, exactement. Alors, ce n'est plus le gars du Saint-Piastre, Laurier, c'est le gars du 100$ qui est là, Robert Borden. Et puis, lui va imposer la conscription. Et puis là, va s'en suivre, quand on dit la crise de la conscription, il va y avoir, Simon, des émeutes, surtout à Québec, une manifestation monstre. Mais rendu là, c'est plus une manifestation, c'est vraiment une émeute, où est-ce qu'il va y avoir 4 morts. Où est-ce qu'on dénonce le fait d'être conscrit, d'être envoyé de force en Europe. Et puis, qu'à cela ne tienne, on va y aller quand même. On aura... Malgré cette crise. Sinon, on s'en va en prison. Donc, exactement. Ensuite, c'est ça, la conscription, dans le fond, quand on parle des jeunes hommes qui sont envoyés, quel âge ont-ils? Entre 20 et 45 ans. Alors, c'est sûr qu'on va y aller avec les célibataires. Tu sais, la fameuse, pas croyance, mais c'est une réalité. On commence par les célibataires, ensuite marier pas d'enfants, marier un enfant, marier 2 enfants, etc. On se rendra pas jusque-là, mais quand même. Alors, les jeunes hommes de 20 à 45 ans, au moment de l'armistice, justement le 11 novembre, qui est demain, le jour du souvenir, oui. Le 11 novembre 1918, eh bien, ça va être la fin du conflit. On va annoncer l'armistice. Et puis pourquoi, c'est là que je veux y aller, c'est un peu plus long ce matin, mais c'est important de mettre en contexte. Pourquoi qu'on porte les coquelicots? Est-ce que tu sais pourquoi un coquelicot, une petite fleur rouge? Non, malheureusement. Non? Je l'apprends à chaque année et je l'oublie pendant l'année à chaque année. Ouais, le coquelicot, dans le fond, c'est que dans les Flandres, dans le nord de la France, en Belgique, il y a ça, je l'ai appris cette semaine. Le coquelicot, dans les Flandres, dans le nord de la France et de la Belgique, pousse comme nous autres du pissenlit. OK. Ça pousse comme du pissenlit. C'est une mauvaise herbe. OK, je l'ai appris. Je salue professeur Roussel qui est dans mon podcast à toutes les semaines qui m'a appris ça. Ça pousse. Puis en plus, c'est beau un coquelicot. Ben oui, c'est plus qu'un pissenlit, comme j'ai dit. Mais ça pousse comme de la mauvaise herbe. Et puis sur les champs de bataille, avec les obus, tu sais, ça revire la terre de bord. Tu sais, on s'entend que c'est vraiment très ça te magane une terre, une guerre. On exactement. S'entend. Et puis, dans le fond, les graines de coquelicot qui sont surtout sous la terre, OK? En se faisant, comment je dirais ça? Jachérer, c'est bon ça. En se faisant jachérer de la sorte, eh bien, vont pousser sur les champs de bataille. Et puis, en même temps, le coquelicot... Quand on voit ça sur un champ de bataille, des petites taches rouges un peu partout, ça a l'air un peu de la couleur du sang, on peut se le dire. Ouais. Alors, le coquelicot est devenu pour le Canada le symbole de la Première Guerre mondiale et surtout de la part... de tous ces courageux. Là, tous ces courageux qui sont allés à la Première Guerre mondiale. Le Canada, dans les années 1910, on compte à peu près 9 millions d'habitants. Okay? Il va y avoir 65 000 Canadiens qui vont être envoyés sur le champ de bataille. Et puis, non, excusez, pas 65 000, 650 000. Oui. Okay? Et puis, il va y avoir 65 000 morts. Wow. Okay? Alors, si on compte ça avec, mettons, la population d'aujourd'hui au Canada,
On est à peu près, entre 35 et 38 millions. Ça serait environ 250 000 morts canadiens qu'on compterait. Ouais. L'armée canadienne, aujourd'hui, Simon, compte à peu près entre 30 et 40 000 soldats. Alors, il faudrait, c'est quasiment 6 fois l'armée canadienne qui mourrait sur les champs de bataille pendant la Première Guerre mondiale, si on était en guerre mondiale. Alors, c'est vraiment énorme, cette Première Guerre mondiale. Comme j'ai dit en début de chronique, qu'on tente, on dirait, d'oublier, mais il ne faut pas oublier. Alors, c'est pour ça qu'on dit le jour du souvenir, mes chers amis. Avant de quitter, je vous confirme que notre livre Sur la Terre des Hommes Scripta est disponible ici chez Librairie Servidec Amster. Oui. Si vous voulez vous procurer, eh bien, il est en vente au coût de 30$ chez Amster. Alors, voilà. Un livre d'histoire, c'est sûr que ça ne parle pas du Témiscamingue, mais un livre d'histoire universelle, etc. Alors, il est en vente chez Amster. Ben, parlant du Témiscamingue, les semaines prochaines, ils seront... oui, le prochain mois, oui. Le prochain mois. On va parler du Témiscamingue beaucoup. Exactement. Et de l'Abitibi pour une chronique. Mais on va se reconcentrer sur le Témiscamingue. Je vous invite à aimer la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon, le patreon.com/SLTDH, pour nous encourager à hauteur de 2$. Et comme je dis dans les dernières chroniques, c'est le prix d'une Coffee Crips au dépanneur. Alors, à la semaine prochaine, mon cher Simon.